Blondine du Crevon et son officier. 6e partie, nouveau départ. De Baden-Baden à la Normandie. Emma, 8 juin 1945. Depuis près de 3 semaines, nous vivons à Baden-Baden. Friedrich n'aurait pu mieux choisir l'emplacement de notre appartement. Il est tout près de son travail, qui pour l'instant n'est pas trop prenant. Et il est aussi assez proche du lieu où est hospitalisé Werner depuis une dizaine de jours. Gigi vient garder Mathias lorsque je vais voir Werner un jour sur 2, car je ne veux pas abuser et Friedrich m'y rejoint dès que sa journée est terminée. Je lui parle, je lui lis le journal ou quelques chapitres d'un livre que Friedrich m'a assuré être son préféré. Lorsque je lui parle, je ne sais pas s'il m'entend, mais j'ose penser que oui. Werner, tu ne dois pas lâcher. Ta famille t'aime. Ton père, ta mère, Friedrich, et moi aussi, je tiens à toi. Nous ne nous connaissons pas encore, mais je sais que nous deviendrons amis. Et puis, tu dois faire la connaissance de ton neveu, Mathias. Généralement, lorsque je lui parle, je prends sa main dans la mienne. Tu vas te réveiller. Tu ne peux pas mourir, tu n'en as pas le droit. Tu dois vivre pour nous tous. Je t'interdis de mourir. Quand Friedrich arrive, il lui parle de leur enfance, de leur vie d'avant. Il me dit souvent qu'il a l'impression que cela ne sert à rien. Mais je lui assure que les mots font parfois plus de bien que les médicaments. Lorsque nous le quittons, nous déposons toujours un baiser sur son front. Le plus souvent, nous repartons ensemble, moi et Friedrich. Mais il arrive aussi que Friedrich prenne mon relais afin que je libère Gigi et nous nous retrouvons chez nous. Aujourd'hui, comme d'habitude, je lui ai lu un chapitre de son livre préféré, puis je lui ai pris la main pour lui demander une fois de plus de revenir parmi nous. C'est fou ce qu'il ressemble à son frère, les cheveux plus foncés et plus raides, peut-être un peu plus petit aussi, mais guère plus. Je reste un instant rêveuse, les yeux dans le vague, sa main toujours dans la mienne. Soudain, je sens un léger mouvement des doigts. J'ai un léger sursaut et je fixe mon regard sur le visage de mon beau-frère. Il vient d'ouvrir les yeux. Voilà la différence avec son frère. Il a les yeux verts. Je lui souris sans dire un mot tout d'abord. Vous êtes un ange ? Demande-t-il d'une voix rauque. Je suis au paradis ? Vous êtes venu me chercher pour m'emmener ? Mon sourire s'élargit. Non, je ne suis pas un ange, Werner. Vous êtes à l'hôpital, à Baden-Baden. Je suis Emma. Emma ? Répète-t-il. C'est vous qui m'avez appelé ? Une voix de femme me demandait de revenir. Oui, c'est moi. Et apparemment j'ai été entendue. Vous n'êtes pas d'ici, belle Emma. Vous avez un petit accent. Non, en effet, je ne suis pas d'ici. Mais je vais vous laisser, je dois prévenir le médecin que vous êtes réveillée. Dans le couloir, je croise Friedrich. Je ne peux résister et je lui annonce la bonne nouvelle, après avoir déposé un baiser sur ses lèvres. Mon amour, Werner vient juste de se réveiller. Je vais prévenir le médecin. Vas-y, il va être content de te voir. Friedrich, 8 juin 1945. Mon cœur s'emballe un peu lorsque je rentre dans la chambre. Enfin, mon frère est réveillé. Nos regards se croisent dès que je passe la porte. Friedi, mon petit frère. Je pensais que c'était le médecin qui entrait. Non, ce n'est que moi, frangin. Mais il ne devrait pas tarder. Friedi, je crois que je suis amoureux. À mon réveil, j'ai vu un ange. Enfin, elle m'a dit qu'elle n'était pas un ange. C'est surtout la plus belle fille que j'ai jamais vue. Mon cœur rate un battement. Non, pas ça. Je déglutis avec difficulté avant de parler. J'imagine que tu parles d'Emma ? Oui, elle m'a dit qu'elle s'appelait Emma. Son regard s'appesantit sur moi. J'ai dû me trahir sans le vouloir, par un soupçon de pâleur ou mon ton de voix. Qu'est-ce qu'il y a, Friedi ?
Toi aussi, tu es tombé amoureux d'elle? Je croyais que tu avais trouvé chaussure à ton pied en France. J'inspire un grand coup avant de poursuivre. Je ne veux pas le blesser, mais je dois lui dire tout de suite. Werner, c'est elle, la chaussure. C'est Emma, ma future femme, et la mère de mon fils. Ah, fait Werner manifestement déçu. C'était ça, le petit accent, l'accent français. Je suis désolée, Werner. Et en plus, tu es papa. Félicitations. Merci. Nous attendions juste que tu te rétablisses pour nous marier. Nous voulions que la famille soit au complet. Le médecin fait son apparition à ce moment, et Emma prend ma main pour m'emmener dans le couloir. Schatz, il faut que je te dise quelque chose d'important. J'hésite, mais je ne peux pas lui cacher ce qui vient de se passer avec mon frère. Werner t'a prise pour un ange, chérie. Oui, je sais, il me l'a dit, mais j'ai démenti, répond-elle avec un sourire. Ce n'est pas tout. La première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il était amoureux. Amoureux? De moi? J'opine du chef. De toute façon, je n'aurais pas pu prononcer un mot de plus, tant ma gorge se serre. Elle me regarde perplexe. Mon regard doit être éloquent. Au fond de moi, j'ai peur. Peur de la perdre. Et cette révélation te fait peur, n'est-ce pas? Réagit-elle en portant ma main à sa bouche pour en embrasser la paume. Friedrich, mon amour, tu n'as rien à craindre. Il n'y a jamais eu que toi. Et dans mon cœur, ce sera toujours toi. Je ne veux personne d'autre que toi. Je me charge de le faire comprendre à Werner. As-tu si peu confiance en moi? J'ai confiance en toi, ma chérie. C'est en moi que je n'ai pas confiance, et peut-être aussi en lui. Je l'enlace pour la serrer contre moi. Je ne supporterai pas de la perdre. Ne me quitte jamais, mon amour, lui murmurai-je, un sanglot dans la voix. Jamais. Tu sais bien que je ne pourrais pas vivre sans toi. Et maintenant que ton frère est réveillé, nous allons fixer une date pour notre mariage. Rien ne fera de l'ombre à notre amour, et je veux aussi d'autres enfants. Tu te rappelles que tu voulais une petite fille? Eh bien, je veux que nous la mettions en route dès que possible. Son enthousiasme est communicatif, et je la soulève par la taille avant de la reposer pour un ardent baiser. Lorsque le médecin ressort, les nouvelles sont rassurantes sur la santé de Werner. Maintenant qu'il est réveillé, son état va s'améliorer rapidement. D'ici la fin de la semaine, il pourra vraisemblablement aller en convalescence. Pourrait-il passer cette convalescence chez nos parents en Forêt-Noire? Demandai-je. Si les autorités militaires françaises auxquelles il a été remis sont d'accord, je n'y vois pas d'inconvénient. Vous aurez cet accord, je m'en occupe dès demain. Bien, je vous laisse. Ne restez pas trop longtemps, il a encore besoin de repos. Pour entrer dans la chambre, je prends la main d'Emma. Je la serre peut-être un peu trop, car elle me jette un regard étonné. Mais aussitôt, j'y vois aussi tout son amour et sa tendresse. Les battements anarchiques de mon cœur se régularisent un peu. Le regard de Werner se porte aussitôt sur Emma, et j'y vois brièvement briller une lueur qui m'inquiète. « Comment te sens-tu » demandai-je, plus froidement que je ne le voudrais. « Assez bien, compte tenu des circonstances. En tout cas, je serai vraisemblablement sur pied pour votre mariage. C'est pour quand? Nous n'avons pas encore fixé la date. Nous devons aussi voir avec les parents d'Emma. Tu seras parmi les premiers avertis. Friedrich et moi nous attendons depuis si longtemps de pouvoir être enfin ensemble, murmure Emma en se serrant contre moi. Je suis folle amoureuse de lui, et c'est réciproque. Nous deux, c'est pour la vie. Je dépose un baiser sur son front, mais je vois bien que ce geste agace Werner. Nous allons te laisser te reposer. Nous reviendrons demain. À demain, Werner, dit Emma à ma suite.
Friedrich, 9 juin 1945. Aujourd'hui, nous sommes venus en fin d'après-midi avec Mathias. Le médecin nous a autorisés à l'emmener dans la chambre de Werner. Notre bébé n'est pas sauvage et a souri rapidement à cet oncle qu'il n'a pourtant jamais vu. Passé les effusions familiales, Werner reprend un air sérieux. J'ai eu la visite de la police militaire ce matin. La balle qui m'a sérieusement blessée était une balle allemande, mais ça je le savais déjà. Ce qu'il voulait savoir, c'est pourquoi et comment. Moi et Emma regardons mon frère étonnés, mais nous ne disons mot, le laissant poursuivre son histoire. Un SS me cherchait des noises depuis un moment, un Sturmscharführer, j'ignorais pourquoi, jusqu'à ce qu'il me tire dessus. Je me retenais de l'encastrer dans un mur. Ça n'aurait pas été digne de mon grade de Hauptmann de perdre le contrôle sans preuve pour justifier ce genre d'acte. Ce jour-là, il pleuvait. Jusque-là, j'avais évité tous les obstacles. Coups de fusil, éclats d'obus, explosions de bombes. Cela faisait aussi des mois et des mois que ça durait. Je me demandais comment j'avais pu survivre si longtemps sur cette saloperie de front de l'Est. Mais j'étais plus trempée de sueur que par la pluie. La situation était de pire en pire. Nous étions en net sous-effectif face aux Britanniques. Nous ne cessions de perdre des hommes, morts ou blessés. Si je survivais, les chances d'être prisonnier très bientôt augmentaient. Au moins, c'était face aux Britanniques. Mais à ce moment-là, encore, c'était eux ou moi. Les balles sifflaient autour de nous. Et ma mission, c'était d'abattre ceux d'en face pour ma survie et celle de mes hommes. Et puis, une grenade a volé vers moi. J'ai juste eu le temps de courir pour l'éviter. J'ai atterri dans la boue à quelques mètres. J'avais mal partout, les oreilles qui bourdonnaient, mais j'étais vivant. C'est là que j'ai entendu ce type me traiter de fils de pute et que je n'allais pas m'en tirer comme ça. Il m'a sauté dessus, m'assonnant coup de poing sur coup de poing dans les côtes, son flingue à la main. Dietrich Henning était plein de rage, un fou furieux. Par réflexe, je lui ai envoyé mon poing dans la figure. Mais j'étais encore sonné par la grenade. Nous nous sommes battus dans la boue. Il a tenté de m'étrangler et pour me défendre, j'ai enfoncé mes doigts pleins de boue dans ses yeux, ce qui l'a fait tomber en arrière. Et là, il a dégainé et tiré sur moi. Werner s'arrête un moment. Il semble revivre la scène. Je sens qu'Emma me serre la main avec force. Je revois son sourire satisfait et là, il m'a dit « Tu ne reverras jamais ta jolie Française ni ton fils, von Richter. Je n'ai pas pu l'avoir, mais peut-être que moi, j'ai encore une chance. Toi, tu es mort. » Je n'ai rien compris à ce qu'il me disait et j'ai soutenu son regard pendant que j'ôtais discrètement le cran de sécurité de mon pistolet. Il était au-dessus de moi et m'a demandé un dernier mot. J'ai juste répondu « Crève ». Il n'a pas eu le temps de me voir sortir mon pistolet, droit dans le cœur. Après, j'ai essayé de me traîner, mais soudain, ça a été le trou noir. Emma réagit la première. « Werner, tu as bien dit que cet homme s'appelait Henning? Dietrich Henning? » « Oui, en effet. »« J'ai bien peur que tu aies été blessé à cause de moi, » déclare-t-elle d'une voix étranglée. « Il t'a parlé d'une Française et de son fils, en l'associant à ton nom. Je crois qu'il t'a confondu avec Friedrich. » Je regarde Emma avec effroi. C'est à moi qu'elle s'adresse maintenant. J'ai vu ce type 2 fois à Wiesbaden. La première fois, fin septembre, lors d'une soirée où nous étions toutes obligées d'assister, même si nous n'étions pas concernés par une quelconque rencontre. Henning m'a coincée, alors que je revenais des toilettes. Et c'est un de ses collègues qui m'a tiré d'un mauvais pas en lui disant que baiser une fille sans son consentement n'avait rien d'agréable. Je n'ai même pas eu le courage de retourner dans la salle. Je suis allée me réfugier dans la nurserie près de Mathias. Je blêmis en entendant cette révélation. Au moins ce salaud ne l'avait pas touché. Il est revenu le jour de la cérémonie du nom de Mathias. Il m'a annoncé qu'il avait été blessé en Russie et qu'il n'arrêtait pas de penser à moi, qu'il voulait me faire un enfant. Il avait même prévu de demander l'autorisation à Duker pour que je porte son enfant.
Je lui ai alors répondu que j'étais française, donc d'un peuple jugé abattardi, certainement indigne de porter un enfant pour le Führer, et que de toute façon je refusais de porter son enfant sans avoir à me justifier. Cette fois, c'est Reinhardt qui est intervenu en se faisant passer pour le père, pour qu'il me fiche la paix. Alors, comment a-t-il fait le lien avec le nom de von Richter, mon Kierge? Je l'ignore, mon amour, mais s'il était là au moment de la cérémonie, il a certainement entendu ton nom, et en outre, Reinhardt est le parrain de Mathias. Il n'a rien dit sur le moment, car Reinhardt était d'un grade nettement supérieur au sien. Werner nous regarde l'un et l'autre, cherchant à comprendre les tenants et les aboutissants de tout cet imbroglio. Si j'ai bien suivi, Emma, je te dois à la fois ma blessure et ma sortie du coma, déclare-t-il. Je ne sais plus si je dois t'aimer ou te haïr. Idem pour mon frère, car c'est parce qu'il a obtenu ce que Henning n'a pas eu que j'ai failli y passer. Mon regard doit évoquer un certain désarroi, tout comme celui d'Emma, car il éclate de rire. Je plaisante, déclare-t-il, après nous avoir laissé mariner quelques secondes. Ce type était un taré, obsédé par une femme, mais pas par n'importe quelle femme, manifestement. Soulagés, nous rions avec lui. Tu vas devoir surveiller ta femme, Freddy. Elle fait des ravages, apparemment. Seulement auprès des Allemands, rétorque ma chérie. Eh bien, tu vois, Freddy, je te la laisse, ta kleines französisches Mädchen. Elle a beau être la plus belle femme du monde, c'est un nid à embrouille. Tant mieux, car elle est à moi, et à moi seule, m'exclamai-je. Mais il faut que tu saches que même si elle est un nid à embrouille, pour moi, elle est une source de bonheur. Et c'est grâce à l'intervention du frère d'Emma, et surtout de Gigi, sa compagne, et ex-membre du SOE britannique, si tu as été amené à Baden-Baden, et que tu ne finiras pas en camp de prisonnier. Plaisanterie ou pas, Werner semble décidé à passer à autre chose. J'avais peur qu'il soit obsédé par elle, comme ce SS qui lui a tiré dessus. En revanche, reprend mon frère, il va falloir éclairer ma lanterne. Qu'est-ce qu'Emma faisait à Wiesbaden? Et qu'est-ce que cette cérémonie du nom, d'autorisation pour porter un enfant, qui plus est pour ce cinglet de fureur? Pour la 4e fois, nous racontons notre histoire, la résistance et l'émission d'Emma pour le SOE, les arrestations et la fin de son réseau, mon idée de la cacher dans un Lebensborn pour échapper à la Gestapo, et où elle a mis au monde Mathias, ses périples vers Wiesbaden puis Steinering, au fur et à mesure de l'avancée des Alliés, les documents qu'elle avait subtilisés et remis aux Américains sur le programme Lebensborn, qui n'était pas seulement des maternités SS. En fait, le programme Lebensborn est l'extermination des Juifs, des Tziganes, c'est-à-dire tous ceux qu'Hitler considérait comme des races inférieures ou comme des bouches inutiles, par exemple les malades mentaux, ne sont que 2 facettes de sa politique raciale, aimait Emma. Hitler voulait faire du Reich un grand pays peuplé de Germains de race pure qui dominerait le monde. Mais le chef d'orchestre de tout ça, c'était Himmler. Malheureusement, il ne pourra pas être jugé. Il s'est suicidé le 23 mai au nez à la barbe des Britanniques. Toutefois, nous revenons à la situation de Werner. Il a failli être tué par Henning, mais lui-même a tiré sur un des siens. Il nous relate alors l'entretien avec les autorités militaires. Le corps de Henning a été trouvé près du sien, tué d'une balle en plein cœur, mais il y avait des témoins. Aucun n'était intervenu car ils avaient bien trop à faire avec les Britanniques en face. Je me suis aperçu que les témoins avaient été interrogés car ils m'ont fait remarquer que moi et Henning étions en froid, voire en compétition. Ma réponse a été sincère. Il ne pouvait y avoir de compétition puisqu'il était seul à jouer. Je ne connaissais pas toute l'histoire que vous m'avez racontée, mais je leur ai dit qu'il semblait jaloux, peut-être de mes montées en grade, peut-être parce que j'avais couché avec des femmes qu'il convoitait. En tout cas, je leur ai dit qu'ils pouvaient vérifier auprès des témoins. S'ils sont honnêtes, ils leur diront qu'ils me haïssaient et le disaient ouvertement. J'ai ajouté que beaucoup d'hommes développaient des problèmes psychologiques à la suite des combats et pétaient parfois les plombs, d'autant plus s'ils prenaient de la pervitine. « Et alors ?» demandai-je. « Qu'ont-ils dit ?»« Rien.
Ils m'ont juste dit qu'ils reviendraient s'ils avaient des témoignages en ma défaveur. Nous finissons par clore le débat. L'important désormais, c'est de reconstruire également nos vies. Je ne doute pas que Werner va s'en sortir. Il a beau dire qu'Emma est une source d'emmerdement, moi elle me porte chance. Emma, 18 juin 1945. Werner est parti en convalescence à Feldberg. Notre vie a repris son cours. Nous pouvons enfin penser à nous trois. Depuis que nous habitons Baden-Baden, je n'avais pas eu beaucoup l'occasion de visiter la ville. Je voulais la voir avec Friedrich et Matthias, comme n'importe quel couple. Nous nous baladons souvent avec la poussette autour de Kurhaus, avec ses bâtiments emblématiques, comme le Trinkhalle et la chapelle gréco-romane. Nous apprécions surtout nous promener dans les jardins de Kurpark, un des parcs les plus beaux de la ville, ou bien marcher jusqu'à Littenthaler, en longeant la rivière Rauss, sur un vieux chemin datant du XVIIe siècle. Bien sûr, Baden-Baden, c'est aussi les somptueuses thermes de Caracalla. Pendant que Friedrich travaille, je vais me promener avec notre fils dans les magnifiques allées de la vieille ville, avec ses nombreux bâtiments de style baroque, au milieu des charmantes ruelles étroites. 2 bâtiments ont vite attiré mon attention. La chapelle Stiftskirche, une collégiale de type gothique tardif, célèbre pour son clocher avec sa flèche percée d'aiguilles et cintrée de petits clochetons, et le couvent du Saint-Sépulcre, ou encore le Rathaus, installé dans une ancienne école de jésuites. C'est avec Friedrich que j'ai visité le Neues Schloss, une résidence des margraves de Bade, gravi les escaliers du donjon et des hautes tours du château de Hohenbaden, d'où la vue sur la forêt noire et la vallée du Rhin est fascinante. Bientôt, nous allons retourner en France, en même temps qu'Antoine et Gigi. D'une part, mes parents n'ont toujours pas vu Mathias, et d'autre part, j'ai à cœur de régulariser la situation de mon fils et le déclarer à la mairie de la Morlaix. Mais avant de partir pour la France, nous devons aller à Munich, à la demande des autorités américaines. J'aimerais aussi faire un saut à Steinhöring pour voir ce que sont devenus mes petits protégés. Nous sommes partis à 5 heures du matin. Il est presque midi lorsque nous arrivons à Munich. Les Américains n'ont apparemment pas l'intention de laisser tomber et veulent me rencontrer de nouveau pour me poser de nouvelles questions. Je ne peux malheureusement rien leur apporter de plus que ce que je leur ai déjà révélé en mai. Ils évoquent un procès dans les mois ou années à venir. La tâche s'avère en effet compliquée pour constituer un dossier solide pour juger le RUCHA, le Bureau pour la race et le peuplement, pour divers chefs d'accusation tels que des crimes contre l'humanité, par l'exécution des programmes sur la pureté raciale, avec les enlèvements d'enfants, l'avortement forcé de femmes enceintes non-ariennes, le pillage, la déportation des populations des pays occupés et le repeuplement de ces pays par de prétendus Allemands de race, l'envoi des personnes ayant eu des relations sexuelles interraciales en camp de concentration, et la participation à la persécution des Juifs en général. Seront aussi jugés les crimes de guerre pour les mêmes raisons, et les membres de la Schutzstaffel considérés comme organisation criminelle. Pendant notre déjeuner pris au restaurant, j'explique à Friedrich, Antoine et Gigi ce que les Américains entendent faire. Nous sommes au fond d'accord avec le principe. Mes pensées se tournent vers Reinhardt. Nous nous sommes peu vus, mais j'ai du mal à l'imaginer criminel de guerre. Comme s'il lisait dans mes pensées. Friedrich me propose d'aller voir Reinhardt là où il travaille, en espérant qu'il y soit toujours. Nous laissons Antoine et Gigi faire un tour en ville, du moins ce qu'il en reste, car elle a été copieusement bombardée. Dès notre arrivée dans la clinique, où il travaillait encore il y a quelques semaines, nous demandons à voir le docteur Reinhard Siebert. Nous ressentons un peu de méfiance, mais j'insiste en désignant Mathias, qui est son filleul. Reinhard est surpris de nous voir, mais manifestement content. Il nous entraîne dans son bureau. « Friedrich, Emma, qu'est-ce qui vous amène à Munich ? Et vous avez amené mon filleul » s'exclame-t-il en me le prenant des bras. Je lui explique que je viens d'être interrogé par les Américains sur les Lebensborn et ce qui se trame pour les SS qui seraient impliqués dans des crimes de guerre ou contre l'humanité. « Nous sommes inquiets pour toi, reprend Friedrich. Je te remercie de te soucier de moi,
Mais rassure-toi, j'ai occupé des postes hospitaliers depuis les débuts de la guerre, souvent à l'arrière, dans des fêtes lazarettes, puis ensuite en 1942 à la Pitié, à Paris. Et en 1944, je suis revenu ici, dans ce Kriegslazaret. Je sais que j'ai adhéré aux idées du Führer, comme 50% des médecins allemands, mais je n'ai pas participé au programme qui a euthanasié des personnes handicapées, ni fait d'expérience sur des cobayes humains comme dans les camps. Oui, j'ai appartenu à la SS et j'ai approuvé certaines vues théoriques que Himmler avait développées au sujet du rôle du médecin dans la vie courante. Mais je n'ai jamais rien fait qui soit contraire à la déontologie. Il est vrai que la tâche m'a été facilitée par le fait que je n'ai exercé que dans des hôpitaux soignant des soldats du Reich. En aucun cas, je ne cautionne ce qui a été fait dans les camps ou l'euthanasie des handicapés, des malades mentaux. Tu savais ce qui se passait réellement dans les Lebensborn, Reinhard, demandai-je. Je n'en ai réellement pris toute la mesure que lorsque je suis venu à Wiesbaden. Enfin, je crois. Au départ, je pensais qu'il s'agissait réellement d'une association qui aidait les filles mères afin qu'elles n'avortent pas, qui plaçait les bébés issus de relations conjugales ou extra-conjugales et non désirés qui étaient abandonnés. Comme tous les SS, j'ai eu connaissance des directives d'Himmler, qui nous poussaient à procréer. J'y ai moi-même obéi, comme je l'avais dit à Friedrich à Paris. Le reste, je l'ai découvert en discutant avec le docteur Kleinle, qui dirige maintenant Steinhöring, qui est devenu un hôpital d'enfants. Je le regarde dubitative. Je sais que Friedrich ne lui a jamais dit exactement pourquoi il m'avait confié au Lebensborn de la Morlaix. Veux-tu savoir réellement pourquoi Friedrich a voulu que j'aille à la Morlaix? Il ne me l'a pas dit, mais je l'ai deviné, Emma. Le prétexte de te mettre à l'abri parce qu'il devait retourner sur le front n'a jamais tenu la route. Tu étais recherchée par la Gestapo comme résistante, et il a voulu te mettre à l'abri. Ceci dit, c'était une idée géniale. Qui serait allé te chercher au milieu des SS? Et tu n'as rien dit, m'étonnai-je. Pas plus pour toi que pour d'autres, Emma. Friedrich et moi le considérons éberlué. Ne faites pas cette tête-là, je ne suis pas un monstre. Parmi les soignants de mon service à Paris, une infirmière était juive et un ouvrier était un résistant qui diffusait des tracts, des journaux clandestins. Ils étaient parfaitement au courant tous les deux que je savais. Je le savais et je n'ai rien dit. Tout comme je savais que certains médecins français des hôpitaux non réquisitionnés cachaient des juifs dans leur service. Cette conversation nous rassure sur son sort à venir. Il ne risque pas a priori d'être inscrit comme criminel de guerre par l'organisation Kraukas, établie à Paris en mars 1945 par le Chaef, pour assister la commission des crimes de guerre des Nations Unies dans sa tentative de faire juger les crimes de guerre commis par le Troisième Reich. Et quant à toi, Emma, j'ai toujours gardé un œil sur toi, ajoute-t-il. Peu m'importait que tu sois une résistante recherchée. Friedrich m'avait chargé de veiller sur toi, et c'est ce que j'ai fait. Rassure-toi, Reinhard, je n'ai fait que transporter des faux papiers pour exfiltrer des juifs, des résistants ou des aviateurs qui voulaient retourner chez eux. Les seuls renseignements que j'ai communiqués étaient une liste d'œuvres d'art qui avaient été confisquées à des juifs ou qui allaient être volées dans nos musées, ou encore une liste de résistants qui allaient être transférés dans un autre endroit. Je n'ai rien fait qui puisse provoquer la mort de quelqu'un. Je suis infirmière, Reinhard, et c'était éthiquement impossible pour moi. Je n'en ai jamais douté, répond-il en souriant. Nous nous séparons, non sans nous promettre de reprendre contact à notre retour de France pour notre mariage. Au point de rendez-vous que nous avions fixé, nous retrouvons Antoine et Gigi pour aller à Steinhöring. C'est avec émotion que je pénètre dans les locaux où je retrouve Paola Hessler, qui y travaille toujours. Elle me raconte que les Américains ont fait le tour des environs et ont déniché un médecin dans un camp de prisonniers. Ce médecin de la Wehrmacht, le docteur Kleinle, était pédiatre avant-guerre. Il a donc été réquisitionné immédiatement et a pris ses fonctions le 15 mai. Comme Reinhard vient de nous le dire, Hochland a été transformé en hôpital pour enfants, car dans toute la Haute-Bavière,
il n'y a plus aucun établissement pour les soigner. Elle me présente le docteur Kleinle, avec lequel je discute un long moment. Par lui et Paola, j'apprends que les enfants du Lebensborn vont progressivement quitter les lieux. Certains l'ont déjà fait, avec leur mère allemande, autorisée à rentrer chez elle. Les quelques autres mères scandinaves, néerlandaises, belges et françaises encore présentes avec leurs enfants, ou sur le point d'accoucher au moment de l'arrivée des Américains, avaient terriblement peur de retourner dans leur pays d'origine avec un enfant de Lebensborn. Le pédiatre m'avoue que les Françaises ont été particulièrement courageuses et se sont laissées convaincre. Les enfants abandonnés par leur mère et dont on connaît l'identité sont restés. Quant aux enfants enlevés, ils ont été envoyés dans un centre spécialisé pour enfants des Nations Unies. Ça a été le cas de Zongard et Annika, nés à Végimont, et d'Ingrid, Edith, Helga et Jean-Pierre, venus avec moi de la Morlaix. Au moins, je sais où ils sont pour l'instant. Je ne sais pas si je pourrais retrouver la trace d'Annette pour qu'Edith retrouve sa maman. Je suis surprise en revanche que Mariette ait laissé Helga. En principe, elle devait épouser le père de l'enfant, mais sans doute est-il prisonnier quelque part et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se marier. Nous repartons vers Munich, où nous passons la nuit avant de repartir le lendemain matin. Emma, 20 juin 1945. Après avoir déjeuné à Stuttgart, nous avons quitté la zone d'occupation française et rejoint Reims, où nous avons dîné et passé la nuit. Il est 10 heures du matin et nous venons d'arriver à la Morlaix. Antoine, Gigi et Friedrich m'accompagnent à la mairie. Nous sommes accueillis avec un sourire jusqu'à ce que j'explique pourquoi je suis là. Le visage de la femme d'un certain âge, jusque-là avenant, se ferme brusquement. Je me sens mal d'un seul coup. J'entends presque ses pensées. Sale pute à boche. Néanmoins, en présence d'un officier français, elle n'ose rien dire. Elle prend donc les documents que je lui remets pour enregistrer la naissance de Mathias, que Friedrich porte dans ses bras. Je décline à sa demande les prénoms de mon enfant. Mathias Wilhelm Charles, né le 12 juillet 1944, à 17h45, à Bois-Laris, la Morlaix. Quand elle me pose la question, nom du père, profession, date et lieu de naissance, je la regarde froidement. Il va vous le dire lui-même. Friedrich Karl, avec un C, Heinrich von Richter, interprète traducteur pour le haut commandement militaire français, né le 18 mars 1916 à Feldberg, Bade, Allemagne. En entendant haut commandement militaire français, elle hausse les sourcils, comme si elle était surprise. Je prends le relais sans attendre sa question sur la mère. Emma Louise Charlotte Condeville, infirmière, née le 6 octobre 1921, Harry, Seine-Inférieure. Adresse, demande la femme, glaciale. Au moment de la naissance, nous étions domiciliés ensemble, 5 rue Coignbert, Rouen, Seine-Inférieure. Nom, prénom, âge, profession et adresse des témoins, poursuit-elle. Condeville, Antoine, notaire, 26 ans, domicilié à Harry, dit aussitôt mon frère, suivi par Gigi. Feldman Gila, journaliste, 25 ans, domicilié à Rouen. La secrétaire de mairie recopie ensuite les mêmes informations avec le tampon de la mairie et me remet le document. Tout au long, elle est restée raide comme un piquet. Seul Mathias réussit à lui soutirer un sourire lorsqu'il lui fait un coucou de la main, accompagné d'un « avoir » en nous entendant dire au revoir. Une chaleur lourde nous attend au dehors. Il ne fait pas loin de 28 degrés. C'est toujours mieux que l'ambiance glaciale du bureau d'état civil. Je m'effondre presque contre Friedrich après ce que j'ai vécu comme une épreuve. Allez, sœurette, tu n'auras pas besoin de revenir voir cette vieille chouette. Mathias a une existence officielle aux yeux de la loi française, et qui plus est avec les noms de ses 2 parents. Quant à sa nationalité, il s'en moque. Hein, Mouchou, dit Antoine en pinçant les joues de mon fils. Allez-y, tout le monde en voiture. Direction Normandie. Nous nous arrêtons en chemin pour nous restaurer et nous arrivons à Ry en début d'après-midi. La voiture militaire ne passe pas inaperçue dans le village. Et aussitôt un attroupement de gamins nous entoure. La rumeur se répand vite
que les enfants du notaire sont de retour et qu'ils ne sont pas seuls. Après avoir serré quelques mains de gens que moi et Antoine connaissons, nous pouvons enfin pénétrer dans l'étude. Mon père a été prévenu par le bruit extérieur et est déjà monté à l'étage avertir ma mère. L'émotion les saisit quand ils nous voient. Mes parents n'ont pas vu Antoine depuis plusieurs semaines. Quant à moi, cela fait près d'un an. Mathias regarde toutes ces grandes personnes s'embrasser et pleurer de joie. Pauvre chérubin, il semble se demander ce qui se passe et cache sa tête dans le cou de Friedrich. Toutefois, il ne pleure pas. Il a dû sentir que son père est calme et serein face à cette situation et de nouvelles têtes. Passé le flot d'émotions et de paroles, ma mère s'approche de Friedrich, qu'elle embrasse sur chaque joue, et commence à parler à Mathias, qui, en l'entendant, se tourne vers elle et la regarde timidement. Sans doute que la voix de ma mère lui rappelle la mienne, car lorsqu'elle lui tend les bras, il n'a presque aucune hésitation. Ma mère emmène tout le monde dans le jardin, à l'ombre d'un pommier. Autour d'un verre de cidre et de quelques biscuits, nous répondons chacun notre tour aux questions de mon père et de ma mère. Les dernières batailles pour Antoine et Friedrich, chacun de leur côté, comment mon futur mari s'est retrouvé prisonnier des Américains, puis des Français, avec un statut très particulier, la vie en Allemagne depuis la capitulation. Mais mes parents découvrent surtout mon parcours, le lien qui me liait dans la résistance avec la femme qui accompagne aujourd'hui mon frère, et l'existence des maternités et des pouponnières nazies dont tout le monde ignore tout. Gigi n'est pas en reste, puisque son engagement avec le SOE est allé bien au-delà du mien, avec ensuite son combat avec les FFI et tout ce qu'elle a fait pour Friedrich et son frère, grâce à ses relations. Cette fille, que j'avais du mal à cerner en 1943, est devenue une amie proche, qui m'a révélé ses origines juives. Fille unique, elle avait été élevée par sa mère seule, son père étant décédé juste après sa naissance des suites de la Grande Guerre, lors de laquelle il avait été gazé. Sa mère était décédée de tuberculose en septembre 1939, au moment de la déclaration de guerre. Elle n'avait plus aucune famille à sa connaissance. Bizarrement, l'histoire qui étonne le plus mes parents, en dehors des Lebensborn qui les a effarés, est celle de Gabriel, le cousin de Friedrich, enrôlé de force dans la Wehrmacht, déserteur, prisonnier des Russes, puis enrôlé dans la FFL, cette fois de bon gré, et qui a finalement revêtu successivement les uniformes allemands, russes, britanniques, puis français. Mon père est ravi d'avoir ces deux enfants auprès de lui, même s'il n'est pas aussi expansif que ma mère. Je sens qu'il est soucieux. Il finit par poser la question qui lui brûle les lèvres. « Antoine, est-ce que tes projets ont changé? La guerre a tout bouleversé dans nos vies, à tous, et j'ai besoin de savoir. » Mon frère comprend tout de suite ce qu'il veut dire. « Tu veux savoir si je vais reprendre l'étude ?» La réponse est oui. Cependant, je ne pourrai le faire que lorsque l'armée va me libérer. Mon père paraît néanmoins soulagé, et il se tourne ensuite vers moi. « Et toi, Emma ?» Friedrich travaille pour le commandement militaire de la zone d'occupation française, en Allemagne. Je n'imagine pas vivre sans lui, et ici, on me reprochera toujours de vivre avec un Boche. Qu'il soit nazi ou pas, ne fait aucune différence pour la plupart des Français. Et moi, je resterai une poule à Boche, et mon fils risque aussi d'en subir les conséquences. Je suis française, papa, et je le resterai, mais ma vie, maintenant, sera en Allemagne. Mon homme me serre la main. Je sens son regard plein d'amour et de tendresse sur moi. Et puis, nous vivrons très près de la frontière française. Vous pourriez venir nous voir pendant les vacances. Cela vous obligera à en prendre. Nous aussi, nous pourrons venir quand les choses seront un peu calmées. Ma mère passe habilement à un autre sujet. Et vous songez à vous marier quand? Nous attendions que nos familles puissent être réunies. Maintenant que le frère et le cousin de Friedrich sont de retour, nous pouvons envisager une date. Mais notre mariage aura lieu à Feldberg. J'espère que vous pourrez venir. Qu'est-ce que tu dirais si nous nous marions le 6 octobre, le jour de ton anniversaire, demande Friedrich. Je le regarde les yeux écarquillés. Tu sais,
Mon amour, la forêt noire est très belle en automne, précise-t-il. Il a l'air de quêter mon assentiment, comme s'il craignait que je n'adhère pas à sa proposition. Ne fais pas cette tête, Freddy. C'est une excellente idée. Répète ce que tu viens de dire, Schatz. Quoi? C'est une excellente idée? Non, avant. Ah, Freddy? Pourtant c'est bien le surnom que te donne Adi. Ouais. Tu mériterais que je t'en trouve un aussi. Si je me fie aux significations de ton prénom, je devrais trouver quelque chose. En hébreu, il signifie « Dieu est avec nous ». Mais dans la langue germanique, il veut dire « maison ». Et puis il se penche vers moi et me susurre à l'oreille. « Ma maison, c'est là où tu es, mein Liebling. Mais tu restes aussi ma naïade, ma belle Ondine, ou ma Vénus sortant des eaux, et pourquoi pas ma Loreley ?» Je lui cloue le bec d'un baiser, mais je suis certaine qu'il va trouver. Antoine nous ramène au sujet lancé par ma mère. Et si ce jour-là nous faisions un double mariage? Tous les regards se tournent vers lui et Gigi. Les cachotiers, ils nous avaient caché leur projet de mariage. C'est une excellente idée, m'exclamai-je. Et puis-je ajouter une autre cérémonie? Un baptême, par exemple? Eh bien, nous allons avoir quelques démarches à faire pendant notre séjour, renchérit Antoine. Papa et maman, vous n'avez pas d'autre choix que faire un voyage en Allemagne le 6 octobre prochain. Et nous quatre, nous allons recenser qui nous allons inviter. Si pour nous, l'heure est aux réjouissances, il n'en est pas de même pour tous. Lorsque je demande à mon père s'il a des nouvelles des boulangers, son visage s'assombrit. Ils ne sont pas tous revenus. Henri y est resté et Augustine est revenue, mais il paraît que son état est plus que préoccupant. Si tu veux en savoir plus, le mieux serait que tu y ailles. Je jette un regard vers Gigi, qui d'un signe de tête m'indique que oui, nous irons. Après tout, nous étions du même réseau. Ma main serre celle de Friedrich. Emma, 21 juin 1945. Le lendemain, je me rends avec Gigi au hameau des ventes. C'est Pascaline qui nous ouvre. Ça alors, Emma? Toi aussi, te voilà revenue? Oui, madame Boulanger. J'ai eu plus de chance. J'ai été cachée jusqu'à la fin de la guerre. Je vous présente la caporal-chef Gila Feldman, alias Gigi, membre du réseau Salesman 1, comme moi. Venez, Raoul est là. Vous allez le trouver changé, me chuchote-t-elle. En effet, je découvre un Raoul amaigri. Il ne doit pas peser plus de 40 kilos. Vieilli de 10 ans en quelques mois. Emma, Gigi, vous aussi vous êtes rentrés en meilleure forme que nous. Vous vous en êtes sortis, tant mieux. Nous allons bien. Mais toi, Raoul? Pour moi, tout s'est arrêté le 11 mars, le jour où j'ai été exfiltré de Rouen. J'ai été caché près de Chantilly, et les dernières nouvelles que j'ai sont celles du jour où vous avez été transféré je ne sais où. Eh bien, ce jour-là, nous étions 116, dont moi, Henri, Jean Speur, Gaston Delbos et Roger Mayer, enchaînés deux par deux, à être transférés au camp de Compiègne, Royalieu, avant d'être déportés une semaine plus tard, avec plus de 1600 compagnons de misère, vers Auschwitz, entassés à 100 par wagon à bestiaux, un convoi qu'on a appelé le convoi des tatoués, un convoi de non-juifs. À Auschwitz, j'ai été tatoué. Il me montre son avant-bras gauche, sur lequel je peux lire son matricule. J'ai vu ce que ces salauds faisaient aux juifs. Surtout les vieillards, les femmes et les enfants, envoyés à la chambre à gaz. Il marque un temps d'arrêt, comme s'il revivait les scènes d'horreur dont il a été le témoin. Une quinzaine de jours plus tard, ils nous ont remis dans un train direction Buchenwald. 100 hommes étaient déjà décédés, ou sont restés à Auschwitz. Nous sommes arrivés à destination 2 jours plus tard, le 14 mai. Jean était toujours avec nous. Il m'annonce que ce dernier, après une quarantaine au bloc 57 du Petit Camp, a été affecté au bloc 31 du Grand Camp, où il a retrouvé un ami de toujours,
Albert Forcinal, député des Andelys. Par son intermédiaire, il a intégré l'organisation Alsace-Lorraine, appartenant au Comité des intérêts français, un organe clandestin de résistance du camp. Jean a été victime de plusieurs maladies durant sa déportation, jusqu'à la libération du camp par les détenus et les Américains le 11 avril 1945. Il a été rapatrié le 28 avril et ramené chez sa fille, à Saint-Jean-de-Fresnel, dans l'Eure. Moi, je suis rentrée le 1er mai. Et Augustine, Lucienne, Henri demandai-je, la gorge nouée. Déportées à Ravensbrück, elles ont ensuite été emmenées à Bergen-Belsen. Augustine y a laissé sa santé. J'espère qu'elle s'en remettra un jour. Lucienne est rentrée 1 mois après moi. Henri, lui, a été envoyé à Flossenburg. Il n'a pas survécu à ses blessures. Il est mort au bout de quelques mois. Je vois qu'il n'a pas envie d'en dire plus sur les siens. Lucienne est rentrée, mais elle est encore très faible et est alitée. Et Florentine, tu sais ce qu'elle est devenue? Comme Lucienne et Augustine, ainsi que Thérèse Elbos, elle a été transférée de bonnes nouvelles au fort de Romainville. Puis le 13 mai 1944, elles ont été déportées vers Ravensbrück, où elles sont arrivées dans la nuit du 17 au 18 mai 1944. Tu imagines, elles sont restées 4 jours sans boire une goutte d'eau. Raoul poursuit avec le parcours de Florentine. Il nous apprend qu'elle a été affectée à un bloc où elle était tricoteuse et qu'elle a échappé plusieurs fois à la chambre à gaz grâce à l'aide de jeunes déportés qui l'ont cachée. Elle avait retrouvé un moment ses amies Jeanne Forcinal et Suzanne Saval. Elles se soutenaient les unes les autres. En février 1945, Florentine avait quitté le bloc des tricoteuses afin d'échapper au convoi menant les détenus vers la chambre à gaz, mais elle avait été contrainte aux travaux de terrassement et à transporter des pierres. Évacuée le 5 avril dernier par le comité de la Croix-Rouge internationale avec 300 Françaises de Ravensbrück, comme elle avait été libérée le 9 avril à Kreuzlingen, à la frontière germano-suisse, en échange de prisonniers allemands détenus en France, puis conduite en train à Annemasse. Quand elles étaient arrivées à Paris, Florentine était la plus âgée, et elle avait reçu une gerbe de fleurs des mains du général de Gaulle, venu accueillir les premiers rescapés de Ravensbrück, dont sa nièce, Geneviève Antonio. Florentine est rentrée chez sa fille le 15 avril, mais elle a refusé d'être hospitalisée avant le retour de Jean, ajoute Raoul. Ils sont hospitalisés tous les deux à Rouen depuis le 20 mai. Florentine a contracté le typhus là-bas. Mon regard navré se dirige vers Gigi. Elle est secouée, elle aussi. Raoul, dit-elle, il faut que vous sachiez, tout le réseau n'a pas été démantelé grâce à vous qui n'avez pas parlé, et aussi grâce à Victoire, enfin Emma, qui m'a fait parvenir un message codé. Je n'ai malheureusement pas pu prévenir tout le monde. Comment as-tu su, Emma? Je blêmis à sa question. Puis je lui parlais de Friedrich. Finalement, c'est Gigi qui répond. Un officier allemand nous fournissait des renseignements, volontairement. Raoul la regarde incrédule. Un Boche, dans notre camp? Tu plaisantes? Non, Raoul. Cet officier a travaillé pour nous, et non seulement il nous a fourni des renseignements, mais aussi des Ausweis pour exfiltrer les nôtres qui étaient pourchassés. Il était interprète-traducteur à la Kommandantur. Donc, le jour où Ali est venu faire son rapport à Zitzlewitz et qu'il a parlé du magasin Micheline, il a transmis ce qu'il avait appris à Emma, qui était son contact. Je me suis reprise pendant que Gigi expliquait à sa manière le rôle de Friedrich. Un jeune collabo s'était présenté au magasin Micheline et avait obtenu un rendez-vous avec le second du réseau, Claude Malraux. C'est comme ça qu'Ali avait infiltré le réseau. Ils avaient mis le magasin sous surveillance. Il y avait donc danger. Il fallait prévenir ceux qu'on pouvait encore alerter. C'est Friedrich von Richter qui a transmis le message à Gigi et il m'a caché. Ensuite, tout s'est enchaîné. La Gestapo ne détenait que les groupes de liaison au départ, et je pense que sous la torture, un des nôtres a parlé. En tout cas, ils n'ont jamais su que tu étais Fantomas. En revanche, ils étaient au courant des parachutages, connaissaient 2 des terrains, les lieux de rencontre
et les boîtes aux lettres de Rouen, ainsi que l'entrepôt des armes au garage Philippon. Ils vous ont suivi un jour que vous êtes venu à Rouen et avez rôdé autour du palais de justice. Ils vous ont pisté dans 2 voitures jusqu'à Ry. Le reste, je pense que tu le sais. Ils vous ont tendu un guet-apens. J'imagine que tu as su tout ça par l'officier. Oui, en effet. Gigi prend le relais car elle sent que je perds pied. Elle évoque le rôle de la partie du réseau qui était prévue pour agir le jour J, son intégration dans les FFI après le débarquement et sa rencontre avec mon frère, devenu officier dans l'armée de Delattre. Elle brode un peu sur mon parcours, mettant en avant les renseignements que j'avais fournis à l'armée américaine sur les activités de sélection de la race des SS. Raoul est sidéré par son discours. L'endroit où m'avait caché l'Oberleutnant von Richter était une maternité SS où j'ai travaillé comme infirmière. Son idée, c'est que la Gestapo ne viendrait pas me chercher dans un endroit infesté de SS. Il avait raison. En outre, quand j'ai vu ce qui s'y passait, j'ai décidé d'accumuler le plus d'informations possible sur cette association dans laquelle je travaillais. Cette mission m'a mené jusqu'en Allemagne, d'abord à Wiesbaden, puis à côté de Munich. Ce que j'ai rassemblé va servir à juger quelques criminels de guerre. Quant à von Richter, il travaille toujours pour nous, déclare Gigi. Il est interprète pour le haut commandement de la zone d'occupation française, auprès de Delattre, à Baden-Baden. C'est là-bas que nous vivons actuellement. Ben ça alors, s'exclame Raoul. Sans se démonter, Gigi annonce son prochain mariage avec Antoine, ainsi que le mien avec Friedrich, qui d'ailleurs est à moitié français, et anti-nazi notoire. Je vois bien que toutes ces informations laissent notre camarade de résistance pantois, et je préfère mettre un terme à notre visite en lui souhaitant un bon rétablissement. J'ai hâte de retrouver mon fils et mon futur mari, un Boche. Mais il y a longtemps que je ne le vois plus ainsi. Il va falloir du temps pour que les 2 pays retrouvent des relations sereines. Nos enfants peut-être verront ce jour arriver. Après tout, nous avons été en mauvais termes avec les Anglais pendant longtemps avant qu'ils deviennent nos alliés. Pourquoi pas les Allemands? D'ici quelques dizaines d'années, peut-être avant.